Dès la fin de janvier, les neiges arrivèrent. On voyait de loin les gros nuages venir du nord au-dessus de la mer sombre. Et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie, et les arbres apparurent au matin drapés dans cette écume de glace. Julien, chaussé de hautes bottes, l'air hirsute, passait son temps au fond du bosquet, embusqué derrière le fossé donnant sur la lande, à guetter les oiseaux émigrants. De temps en temps, un coup de fusil crevait le silence gelé des champs, et des bandes de corbeaux noirs effrayés s'envolaient des grands arbres en tournoyant. Jeanne, succombant à l'ennui, descendait parfois sur le perron. Des bruits de vie venaient de fort loin, répercutés sur la tranquillité dormante de cette nappe livide et morne. Et la couche de neige s'élevait sans cesse sous la chute infinie de cette mousse épaisse et légère. Par une de ces pâles matinées, Jeanne, immobile, chauffait ses pieds au feu de sa chambre, pendant que Rosalie, plus changée de jour en jour, faisait lentement le lit. Soudain, elle entendit derrière elle un douloureux soupir. Sans tourner la tête, elle demanda « Qu'as-tu donc ?» La bonne, comme toujours, répondit « Rien, madame », mais sa voix semblait brisée, expirante. Jeanne songeait déjà à autre chose quand elle remarqua qu'elle n'entendait plus remuer la jeune fille. Elle appela « Rosalie ?» Rien ne bougea. Alors, la croyant sortie sans bruit, elle cria plus fort « Rosalie ?» Et elle allait allonger le bras pour sonner quand un profond gémissement poussé tout près d'elle la fit se dresser avec un frisson d'angoisse. La petite servante, livide, les yeux hagards, était assise par terre, les jambes allongées, le dos appuyé contre le bois du lit. Jeanne s'élança. « Qu'as-tu donc ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?» L'autre ne dit pas un mot, ne fit pas un geste. Elle fixait sur sa maîtresse un regard fou et haletait, comme déchiré par une effroyable douleur. Puis soudain, tendant tout son corps, elle glissa sur le dos, étouffant entre ses dents serrées un cri de détresse. Alors, sous sa robe collée à ses cuisses ouvertes, quelque chose remua, et de là partit aussitôt un bruit singulier, un clapotement, un souffle de gorge étranglé qui suffoque. Puis soudain, ce fut un long miaulement de chat, une plainte frêle et déjà douloureuse, le premier rappel de souffrance de l'enfant entrant dans la vie. Jeanne brusquement comprit, et la tête égarée courut à l'escalier criant « Julien, Julien !» Julien s'élança, gravit les marches deux par deux, et entrant brusquement dans la chambre, il releva d'un seul coup les vêtements de la fillette et découvrit un affreux petit morceau de chair plissé, geignant, crispé et tout gluant, qui s'agitait entre les deux jambes. Il se redressa, la face méchante, et poussant dehors sa femme éperdue, « Ça ne te regarde pas, va-t'en, envoie-moi Ludivine et le père Simon. » Jeanne, toute tremblante, descendit et attendit anxieusement des nouvelles. Elle tremblait comme si elle venait d'assister à quelque sinistre accident. Elle s'assit de nouveau devant son feu. Julien apparut,
préoccupé, nerveux, marchant à travers l'appartement, et une colère semblait le soulever. Il ne répondit point d'abord, puis au bout de quelques secondes, s'arrêtant, « Qu'est-ce que tu comptes faire de cette fille ? Nous ne pouvons pas garder un bâtard dans cette maison. » Jeanne réfléchit longtemps, cherchant une solution. Enfin, elle dit, « Mais le père s'en chargera de cet enfant, et s'il épouse Rosalie, il n'y aura plus de difficultés. » Julien, comme à bout de patience et furieux, reprit, « le père, le connais-tu, le père ?» Jeanne, émue, s'animait. « Mais il ne laissera pas certainement cette fille. Ce serait un lâche. Nous demanderons son nom et nous irons le trouver, lui, et il faudra bien qu'il s'explique. » « Oh, moi, dit Julien, c'est bien simple. Je lui donnerai quelque argent et je l'enverrai au diable avec son mioche. » Elle était demeurée calme. « Je ne laisserai jamais jeter dehors Rosalie. Et si tu ne veux pas la garder, ma mère la reprendra, et il faudra bien que nous finissions par connaître le nom du père de son enfant. » Dès qu'elle aperçut sa maîtresse, Rosalie se mit à sangloter, cachant sa figure dans ses draps, toute secouée de désespoir. Jeanne voulut l'embrasser, mais elle résistait, se voilant. Tous les jours, Jeanne y retourna, et tous les jours Rosalie éclatait en sanglots en apercevant sa maîtresse. L'enfant fut mis en nourrice chez une voisine. Julien, cependant, parlait à peine à sa femme, comme s'il eût gardé contre elle une grosse colère depuis qu'elle avait refusé de renvoyer la bonne. 15 jours après, l'accouchée pouvait déjà se lever et reprendre son service. Alors, Jeanne, un matin, la fit asseoir, lui tint les mains et la traversant de son regard. « Voyons, ma fille, dis-moi tout. » Rosalie se mit à trembler et balbutia. « Quoi, madame ? Mais à qui est-il, cet enfant ?» Rosalie gémissait comme si on l'eût martyrisée et de temps en temps donnait une secousse pour se dégager et s'enfuir. Jeanne reprit. « Je comprends bien que tu aies honte, mais tu vois que je ne me fâche pas, que je te parle doucement. Si je te demande le nom de l'homme, c'est pour ton bien, parce que je sens à ton chagrin qu'il t'abandonne et que je veux empêcher cela. Julien ira le trouver, vois-tu, et nous le forcerons à t'épouser. Et comme nous vous garderons tous les deux, nous le forcerons bien aussi à te rendre heureuse. » Cette fois, Rosalie fit un effort si brusque qu'elle arracha ses mains de celles de sa maîtresse et se sauva comme une folle. Rosalie fut bientôt guérie entièrement et devint moins triste, quoiqu'elle restât comme effarée, poursuivie par une crainte inconnue. Et elle se sauva 2 fois encore, alors que Jeanne essayait de l'interroger de nouveau. Julien, tout à coup, parut aussi plus aimable, et la jeune femme se rattachait à de vagues espoirs, retrouvait des gaietés, bien qu'elle se sentît parfois souffrante, de malaise singulier dont elle ne parlait point. Le dégel n'était pas venu, et depuis bientôt 5 semaines, un ciel clair comme un cristal bleu le jour, et la nuit tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendait sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. De temps en temps, on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous leur écorce. Et parfois,
une grosse branche se détachait et tombait. L'invincible gelée pétrifiant la sève et rompant les fibres. Un soir, le thermomètre descendit encore, et Julien, tout frissonnant au sortir de table, car jamais la salle n'était chauffée à point tant il économisait sur le bois, se frotta les mains en murmurant « Il fera bon coucher tous deux cette nuit, n'est-ce pas, ma chatte ?» Mais Jeanne se sentait justement si mal à l'aise ce soir-là, si endolorie, si étrangement nerveuse, qu'elle le pria tout bas en lui baisant les lèvres de la laisser dormir seule. Il n'insista pas. « Comme il te plaira, ma chère. Si tu es malade, il faut te soigner. » Elle se coucha de bonne heure. Julien, par extraordinaire, fit allumer du feu dans sa chambre particulière. Quand on lui annonça que ça flambait bien, il baisa sa femme au front et s'en alla. Et Jeanne, en son lit, grelottait. Rien ne pouvait la réchauffer. Ses pieds s'engourdissaient, tandis que ses mollets et jusqu'en ses cuisses, des vibrations couraient qui la faisaient se retourner sans cesse, s'agiter, s'énerver à l'excès. Bientôt ses dents claquèrent, ses mains tremblèrent, sa poitrine se serrait, son cœur lent battait de grands coups sourds et semblait parfois s'arrêter, et sa gorge haletait comme si l'air n'y pouvait plus entrer. Elle pensa « Je vais mourir, je meurs !» Et frappée d'épouvante, elle sauta hors du lit, sonna Rosalie, attendit, sonna de nouveau, attendit encore, frémissante et glacée. La petite bonne ne venait point. Elle dormait, sans doute, de ce dur premier sommeil que rien ne brise. Et Jeanne, perdant l'esprit, s'élança pieds nus dans l'escalier. Elle monta sans bruit, à tâtons, trouva la porte, l'ouvrit et appela « Rosalie, Rosalie !» Avança toujours, heurta le lit, promena ses mains dessus et reconnut qu'il était vide. Il était vide et tout froid, comme si personne n'y eût couché. Mais comme son cœur, devenu tout à coup tumultueux, bondissait, l'étouffait, elle redescendit les jambes fléchissantes afin de réveiller Julien. Elle pénétra chez lui violemment, fouettée par cette conviction qu'elle allait mourir et par le désir de le voir avant de perdre connaissance. À la lueur du feu agonisant, elle aperçut, à côté de la tête de son mari, la tête de Rosalie sur l'oreiller. Jeanne, les yeux droits sur la bonne, demanda « Depuis quand cela dure-t-il » Rosalie balbutia « Depuis qu'il est venu. » Jeanne ne comprenait pas. « Depuis qu'il est venu ? Alors, depuis le printemps ? » ?»« Oui, madame. »« Depuis qu'il est entré dans cette maison ? » ?»« Oui, madame. » Et Jeanne, comme oppressée de questions, interrogea d'une voix précipitée. « Mais comment cela s'est-il fait ? Comment te l'a-t-il demandé ? Comment t'a-t-il prise ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? À quel moment ? Comment as-tu cédé ? Comment as-tu pu ainsi te donner à lui ?» Rosalie répondit « Je n'ai rien dit, madame, parce que je le trouvais gentil. » Alors, Jeanne poussant un cri « Mais ton enfant, c'est à lui ?» Rosalie sanglota « Oui, madame. » Jeanne, accablée, sentit ses yeux ruisselants, et les gouttes sans bruit coulèrent sur ses joues. L'enfant de sa bonne
avait le même père que le sien. Sa colère était tombée. Elle se sentait maintenant toute pénétrée d'un désespoir morne, lent, profond, infini.